Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Sofa Débat. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier débat sur cette chaîne. Au programme aujourd'hui, la transition écologique. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Legrand, je suis en terminale scientifique au lycée Antoine Watteau, le même lycée que Maël, et plus tard je voudrais être ingénieur dans l'automobile. Pourquoi j'ai rejoint la chaîne Le Sofa Débat? Tout simplement parce que j'aimais la question de l'environnement, et en deuxième j'aimais le débat, l'interaction de l'idée et l'échange d'idées différentes entre deux personnes. Alors c'est pour ça que j'ai contacté Maël pour faire ce débat. Tout d'abord, avant de commencer le débat, je pense qu'il serait intéressant que Pierre Legrand nous définisse un peu d'abord qu'est-ce que la transition écologique en vérité, parce que beaucoup de gens en parlent, que ce soit des personnalités publiques, politiques ou même nous, mais vraiment qu'est-ce que c'est réellement en vérité? Donc la transition énergétique est un objectif écologique qui consiste à diminuer notre empreinte sur les énergies fossiles et à augmenter, à contrario, celle des énergies renouvelables. Alors cela se passera par une transformation complète de nos habitudes et de notre psychologie. Cette transition écologique a plusieurs enjeux. Premièrement, la diminution de la consommation énergétique mondiale, de la consommation énergétique quelle qu'elle soit. Deuxièmement, la diminution des énergies fossiles dans la production de l'électricité mondiale pour, au fil du temps, se convertir aux énergies renouvelables comme les barrages hydrauliques, le solaire ou encore l'énergie liée aux éoliennes. Et en troisième lieu, tout en assurant notre santé et notre biodiversité. Est-ce qu'il y a une différence entre la transition écologique et la transition énergétique? Des fois, le mot transition énergétique est utilisé, des fois c'est le mot transition écologique. Ouais. Personnellement, je ne sais pas quelle est la différence. Est-ce que vraiment il y a une différence entre les deux? Alors en fait, tout d'abord, la transition énergétique, on est plus dans le côté consommation des énergies, consommation liée à l'électricité, dans nos logements, dans nos mairies, dans toutes les infrastructures, les logements, les entreprises. Cette transition énergétique, ça induirait un changement dans nos manières de consommer. Par contre, maintenant, la transition écologique, cette transition écologique induirait plus un changement dans nos manières de consommer, mais plus de consommer lié à l'agriculture, à notre nourriture. D'accord. Et donc, ces deux transitions sont assez distinctes par leur appellation, mais se rejoignent pour assurer une réponse aux enjeux actuels mondiaux, à la préservation de notre environnement ainsi que de nos santé. Est-ce que tu penses pas que l'appellation transition écologique et transition énergétique, parfois il n'y a pas une amalgame qui est faite entre les deux? C'est que justement là, Pierre nous a défini qu'est-ce que la transition écologique et qu'est-ce que la transition énergétique. Mais j'ai l'impression quand même que les gens, donc nous, les médias, comme je dis, les personnalités publiques et politiques, n'arrivent pas à faire cette différence en vérité. Des fois, inconsciemment, on va parler de transition énergétique, alors qu'en fait, c'est la transition écologique. C'est intéressant de voir même aussi qu'au gouvernement, on dit c'est le ministre de la transition écologique et pas le ministre de la transition énergétique. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que on doit utiliser qu'un même mot pour ces deux mots-là? Est-ce qu'on doit vraiment faire une différence entre les deux? Non, je pense que les deux, comme je l'ai dit, se rejoignent et donc on doit prendre les deux en compte. Parce qu'en réalité, les deux choses sont différentes. D'un côté, on a l'énergie et d'un côté, l'écologie. Donc c'est plus le côté environnemental. Donc je pense que c'est assez clair, on va pas revenir sur ça, là t'as bien défini les deux, je pense que c'est assez clair. Ouais. Une chose importante aussi de nos jours, on parle beaucoup de transport. Les gilets jaunes, on sait que le mouvement s'est lancé avec une taxe sur le carburant. Est-ce que vraiment, en France, on doit procéder à un changement de transport? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit vraiment délaisser la voiture, ou passer totalement aux véhicules écologiques électriques? Est-ce qu'on doit faire que du vélo? Est-ce qu'on doit prendre que le bus? Est-ce qu'on peut garder quand même? Parce que c'est une question qui se pose vraiment dans l'opinion publique. Est-ce que vraiment il faut changer de transport? Ou est-ce qu'on peut rester comme on est avec des véhicules essence et diesel? Alors comme tu l'as bien dit, les gilets jaunes ont commencé leur mouvement par la hausse des prix du carburant. Voilà. Et donc l'État avait un but bien ancré dans leur tête, c'était par la transition énergétique, donner de l'aide à ces gilets jaunes pour qu'ils aillent acheter des véhicules électriques. Tandis que ces véhicules électriques sont assez chers. Ils sont vendus à 30 000 € pour le moins cher. Le président Macron ainsi que son gouvernement a mis en place des aides à l'achat d'un véhicule électrique en échange de leur ancien véhicule. Et ces aides vont jusqu'à 8 500 €. Quand les gilets jaunes voient une voiture électrique qui est vendue aux alentours de 30 000 €, encore une fois au minimum, une aide de 8 000 €, ça revient à 22 000 € pour dépenser un véhicule. Je pense que les gilets jaunes ne veulent pas mettre 22 000 € pour un véhicule. C'est qu'en vérité, on a fait croire aux gens que c'est vraiment l'État qui avait augmenté en fait. Exactement. Il faut savoir que il y a le cours du pétrole qui évolue, hein, c'est-à-dire le pétrole va parfois être plus cher. Parce qu'on sait que le pétrole vient de certains pays, ces pays-là vont élever les prix. Si l'Arabie Saoudite va élever ses prix du pétrole pour la France, c'est logique que la France
va également élever ses prix. La France achète plus cher, donc si elle achète plus cher, faut qu'elle vende plus cher. Donc beaucoup de gens ont dit Macron, le gouvernement ont augmenté la taxe. En fait, c'est plus compliqué que ça. Faut savoir que des pays ont réussi à garder un prix assez bas parce qu'ils ont réussi à négocier. Macron et le gouvernement, ils ont en fait suivi le cours du pétrole. Le cours du pétrole a augmenté, le prix de l'essence a augmenté. Et concernant les gilets jaunes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gilets jaunes, on a vu qu'à la base, c'était concernant cette taxe qui était initialement pour financer la transition écologique. Exactement. Mais on a vu qu'après, en fait, ce côté écologie, ça leur intéressait plus. Pas du tout. Mais l'écologie était totalement mise de côté. Et justement, j'ai une question à te poser. Ouais. Et là, il y a eu les élections européennes il y a pas longtemps. Il y a un parti qui s'appelait Urgence écologique. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment parler d'urgence écologique? Donc, ou est-ce que c'est un trop gros mot? Quand on prend le mot urgence, comme dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'on doit le résoudre en quelques minutes, en quelques heures. Alors évidemment, c'est une urgence sur le long terme, car en effet, comme l'a dit Greta Thunberg, elle a dit qu'il nous restait 18 ans avant d'agir. Si pendant les 18 prochaines années, on continue à émettre du CO2, à émettre des gaz à effet de serre, tel qu'on le fait maintenant avec nos voitures, avec nos avions, avec nos trains, et j'en passe, eh bien dans 18 ans, on ne pourra plus faire marche arrière. Je prends un exemple très concret, une image. Si je veux aller en Espagne en voiture, ben je vais en Espagne en voiture. Je descends toute la France, puis à Barcelone, j'ai fini mes vacances, puis je vais remonter dans le nord. Sauf que bon, à la frontière espagnole, on me laisse plus passer. Bon, ça peut paraître c'est une image, mais ça veut dire que on consomme, on descend de la France, puis arriver en Espagne, on peut plus remonter. Ici, pour l'environnement, ce sera la même chose. On consomme. Puis il y a un moment, on pourra plus redresser notre climat. Les impacts sur nos vies, sur nos modes de vie, se verront clairement. On verra la fonte des glaces. Là, actuellement, on est dans une augmentation de 2 degrés de la température terrestre. Si on atteint jusqu'à ces 18 années les 3 à 4 degrés Celsius d'augmentation de la température, eh bien, le niveau de la mer se verra réélevé de combien de centimètres? De 61 à 100%, selon le rapport de la GIEC, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Je te coupe un peu. Tu nous dis que ça va augmenter de 2 à 3 degrés, même 4 degrés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que malgré que tout ça, on le sait en vérité, il y a des rapports qui ont été faits d'experts. Comment tu peux expliquer qu'il y ait des climato-sceptiques, alors, comme notamment Donald Trump? Ça me fait rire, ça. Ouais. Comment on peut expliquer que ces gens-là, sans parler de complot en vérité, c'est juste des gens qui disent tout ça, c'est plus de la propagande d'État, c'est en fait des fausses informations pour nous faire peur. Exactement. Mais en réalité, il n'y a pas de menace. Comment tu peux interpréter ça, toi, et qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là? Parce que tu nous fais un constat qui est grave, mais en fait, des gens n'y adhèrent pas et au contraire disent que tout ça c'est faux. Les climato-sceptiques, pour revenir à l'état de base, sont des personnes qui ont une certaine notoriété par leur statut de climato-sceptique. Et donc ces climato-sceptiques, ils ne voient pas la réalité des choses faites par les scientifiques, et ils n'adhèrent pas à ce changement climatique, alors que ils vivent sur la même terre que nous, et ils voient les changements climatiques. Et même certains climato-sceptiques ne rejettent pas la faute sur les hommes et de l'économie du monde actuel. C'est intéressant, tu dis l'économie du monde. On sait que on est dans un monde, notamment en Europe, où la majorité des gouvernements, c'est des gouvernements ce qu'on appelle libéraux. Donc le libéralisme, c'est en gros ouvrir les frontières pour le commerce international, l'échange de marchandises. Les marchandises, quand elles s'échangent, c'est plus comme avant, c'est par bateau, c'est par avion, c'est par camion. Ça pollue forcément. Dans une époque de plus en plus libérale, notamment en Europe, comme j'ai dit, avec beaucoup de gouvernements libéraux, on voit des accords qui sont faits, comme le CETA, le TAFTA, des accords de libre-échange. Ces accords de libre-échange-là, ils sont contestés. Ils sont contestés parce que, en fait, on va favoriser, comme l'a dit Pierre, tu l'as dit, c'est intéressant, tu as dit l'économie du monde actuel. Ouais. L'économie du monde actuel qui est assez libérale, elle va favoriser l'échange de marchandises au détriment de l'écologie. Exactement, toujours dans la performance, C'est ça. L'enrichissement, c'est un peu le capitalisme en fait, en vérité. Et en fait, on peut faire un peu le lien avec les climato-sceptiques. C'est-à-dire, les climato-sceptiques renient un peu l'impact négatif que peut avoir le commerce sur l'écologie. Voilà. Et les gouvernements libéraux, en fait, ils rentrent un peu dans ça en vérité, parce que même certains vont dire oui, on connaît les problèmes. Un exemple concret, Emmanuel Macron connaît les problèmes. Il a d'ailleurs invité, comme il en a parlé de Greta Thunberg, il l'a invité au Parlement, au Sénat, je crois, il y a peu de temps. Exactement. Mais le même jour, quand il a invité Greta Thunberg, il a signé l'accord pour le CETA. Je rigole parce que c'est un peu paradoxal. Donc le même jour, il signe un accord de libre-échange avec tous les impacts néfastes que ça peut avoir, comme je vous l'ai dit. Et il invite Greta Thunberg, comme il a dit, c'est une fille de 16 ans norvégienne suédoise, exactement suédoise, qui est un peu active pour l'écologie. Et justement, concernant Greta Thunberg,
est-ce que vraiment ce que Greta fait, est-ce que c'est vraiment efficace? C'est-à-dire, on l'a présentée comme une jeune de 16 ans qui va venir un peu nous faire la morale. Alors moi, c'est mon avis, qui va nous faire la morale, qui va venir nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir. C'est un peu paradoxal parce qu'en fait, les écologistes, comme notamment une figure emblématique en France, Eva Joly, ça fait des années qu'elle milite pour ça. Les écologistes, c'est pas nouveau. L'écologie, ça date d'il y a longtemps. Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Et là, on nous a présenté une fille de 16 ans qui va venir nous faire la morale, nous expliquer comment agir. Est-ce que vraiment ce qu'elle fait, c'est efficace? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Moi, personnellement, c'est mon avis. Vous me direz vous et tu me diras toi. Je pense que voilà, ce qu'elle fait, c'est plutôt de la communication. On a mis une fille de 16 ans. Une marionnette. Une marionnette, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Qui va nous expliquer comment agir. Alors que les écologistes, on n'a pas attendu elle pour savoir ça. Les rapports ont été publiés depuis longtemps. Donc ma question en fait que je te pose et que je vous pose également à vous, c'est est-ce que vraiment ce qu'elle fait c'est efficace? Est-ce que vraiment on a besoin d'elle? Ou est-ce que c'est pas vraiment de la communication? Alors tu vois, là on a pris une personne de très très jeune. Et qui par ailleurs, et je coupe, est atteinte d'autisme. Donc quand même, on peut solliciter l'effort, elle est autiste et pour ce qu'elle fait c'est quand même pas mal. Moi je ne parle pas de l'effort en lui-même, je parle vraiment de ce qu'elle fait. Elle est peut-être sincère, mais est-ce que vraiment elle est pas un peu manipulée? Vas-y, reprends. Donc ça vraiment, de par son statut d'autiste, de jeune fille suédoise et adolescente, c'est surtout ce point, l'adolescence, et bien grâce à ça, et grâce à la psychologie qu'elle a acquérie, qu'elle est beaucoup plus médiatisée qu'une personne de 50 ans, qu'une personne de 40 ans, qui aura les mêmes psychologies qu'elle. Sauf que elle est beaucoup plus jeune. Ouais, je comprends. Donc voilà, c'est une différence, c'est une différence. Je comprends, mais du coup, justement, ma question elle est là. C'est justement, tu nous dis, alors elle est médiatisée parce que justement elle est jeune. La forme, c'est elle est jeune, elle est atteinte d'autisme, et ça je remets pas ça en cause, etc. Je dis l'effort est bon. Mais est-ce que du coup, on prend que la forme, on dit regardez elle est jeune, elle est autiste, la pauvre, elle est norvégienne, elle vient là. Est-ce que en fait on regarde pas trop le fond parce que le fond on l'a déjà. Le parti écologiste aux européennes il a fait un score incroyable avec Yannick Jadot. Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts avec notamment Eva Joly, Yannick Jadot qui aux européennes a fait un score incroyable. Mais ça fait des années qu'ils font des rapports qui en parlent. Même la gauche française en vérité, le parti socialiste à la base c'est un parti qui parle beaucoup d'écologie. C'est-à-dire quand vous écoutez notamment par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, ils vont plus parler d'écologie que en François Fillon de Marine Le Pen. Ça c'est clair, c'est objectif. Je pense que là on en a fini sur Greta, on en a assez parlé, mais là je vais parler d'un sujet qui rejoint un peu ça. Greta, quel est un des buts pour lesquels elle est là? C'est sensibiliser les gens à la transition écologique, aux enjeux majeurs, au réchauffement climatique. La question que je vais te poser, c'est est-ce que vous pensez qu'en France, malgré qu'il y a un ministère de la transition écologique, à souligner quand même, mais est-ce que tu penses que la sensibilisation autour de ces sujets-là, de ces thèmes-là, elle est assez conséquente. Assez conséquente parce qu'en vérité, médiatisée, elle l'est quand même, mais conséquente dans le sens, à l'école, on nous en parle pas vraiment. Dans le cursus scolaire, en primaire, on nous en parle pas, au collège, on nous en parle pas, au lycée, un tout petit peu. Je sais pas, dis-moi un peu, toi, ce que t'en penses de ça. Bon, moi, personnellement, l'année dernière, en classe de première, on nous en avait parlé. Mais on nous en avait parlé vraiment en infime quantité. Ça prenait 1 heure par semaine. Et ce, pendant 1 mois. Actuellement, je pense, je ne vis pas à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, à Bordeaux, mais je pense que dans les écoles, on n'en parle pas concrètement et sérieusement. Je pense qu'actuellement, les médias en parlent assez, mais pas suffisamment. Et on ne voit pas des tas de journaux, des tas de reportages avec des journalistes qui se rendent vraiment dans la République démocratique du Congo, ou alors dans d'autres régions arides qui sont justement concernées par ce changement climatique. D'où la question. Vas-y. Tu nous dis que c'est pas trop sensibilisé, mais un peu quand même. Moi, je dis également que c'est pas assez. D'où la question, est-ce que pour toi, c'est un enjeu majeur ou un enjeu secondaire pour les hommes politiques? Parce que on sait notamment, en 2018, le budget pour la transition écologique, il était environ de 6 milliards 400 millions d'euros. Exactement. En 2019, il a augmenté à 7,3 milliards. À 7,3 milliards. Donc, bon, on va dire que quand même, ils ont fait un effort dans ce domaine-là. Ils ont augmenté le budget prévu pour la transition écologique. C'est quand même, je reviens, 1/10 du budget pour l'éducation. C'est quand même... Ouais, c'est trop peu. Est-ce que vraiment, la transition écologique, malgré qu'il y a un ministère, malgré que le budget est augmenté cette année notamment, tu nous dis qu'il y a seulement 1/10 du budget de l'éducation nationale qui sont consacrés pour ça, c'est trop peu. Donc... Et j'ai fait le calcul. 7 milliards divisé par les 67 millions d'habitants français, et ça revient à 135 € par habitant.
135 € par habitant pour un investissement. Honnêtement, quand vous voyez les barrages hydrauliques, bon, on peut pas s'en payer, évidemment. Quand on voit les éoliennes, également, en moindre mesure. Et quand on voit les panneaux photovoltaïques qui coûtent 5 000 € au mètre carré, 5 000 €, d'un côté vous avez 5 000 € et d'un côté vous avez 135 € comme investissement par l'État. Donc du coup je pense qu'on peut dire, pour conclure, que c'est un enjeu quand même qui reste secondaire. C'est-à-dire, certes il y a des efforts qui sont faits, mais pour les hommes politiques, c'est pas un enjeu majeur. Tu nous parlais de panneaux photovoltaïques, on va un peu en parler. Là il y a eu les présidentielles qui étaient quand même en 2017. Il y a eu des candidats, je vais les citer, de toute façon c'est public, Jean-Luc Mélenchon notamment, Benoît Hamon je crois, je ne suis pas sûr, qui voulait sortir du nucléaire à 100% pour passer au panneau photovoltaïque à 100%. Alors moi personnellement, je suis favorable à cette décision, sortir du nucléaire totalement et passer au panneau photovoltaïque pour différentes raisons. Le nucléaire, il y a ce qu'on appelle la radioactivité qui est mauvaise pour les champs. On a également le risque que je vais pas revenir sur les différents événements qu'il y a eu à cause du nucléaire. Ça peut créer des gros dégâts humains, matériels. Les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas vraiment de problème avec ça, je pense, concernant la radioactivité, concernant les dégâts humains ou matériels qu'il peut avoir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de durable. Parce que les panneaux photovoltaïques se servent de la lumière du soleil. Le nucléaire, c'est pas la lumière du soleil, c'est beaucoup plus dangereux. Donc voilà, je voulais te poser la question. Personnellement, moi je suis favorable. Est-ce que toi tu es favorable à un passage, on oublie le nucléaire et on dit bonjour au panneau photovoltaïque à 100%? Alors très concrètement et très honnêtement, je dis oui. Et je suis de ton avis, je dis oui à cette transition pour le nucléaire vers l'utilisation des panneaux photovoltaïques. Mais il faut bien avoir en tête que cela ne se fera pas d'ici 30 ans, donc d'ici 2050. Pourquoi? De 1, parce qu'on est tellement dépendant du nucléaire, car en effet le nucléaire représente plus de 70% dans notre production d'électricité nationale en France. Deuxièmement, pour les points positifs de l'utilisation du nucléaire, c'est qu'ils englobent plus de 220 000 salariés. Leur budget annuel pour un site, je rappelle que sur toute la France, il y a 58 réacteurs présents sur 19 sites. Une centrale nucléaire en France a un bénéfice annuel de 46 milliards d'euros. Pour la France. Pour la France. Donc je fais le calcul, 46 milliards fois les 19 sites, ça fait 874 milliards d'euros. Ça c'est pour les points positifs. Pour les points négatifs, je vais te les dire tout de suite. Vas-y. Un peu remettre dans le contexte. Quand on voit des centrales nucléaires, on pense tout de suite aux grosses tours, aux énormes tours grises qui rejettent des grosses fumées blanches. Sauf que en réalité, reprenons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que sont ces grosses fumées blanches? Tout simplement de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui pollue ou pas? La question pas du tout. La vapeur d'eau, c'est de l'eau. Non, mais la vapeur d'eau a des produits chimiques, on sait jamais. Non, c'est ce que je veux dire. Pas cette vapeur d'eau. Et la radioactivité alors? Il y a un énorme côté négatif. Le nucléaire émet en grande quantité et en continuité des rayons radioactifs. Ce sont des rayons qui sont émis par le nucléaire. Et qui vont sur les champs notamment. Exactement. C'est ça. Et ça influe la biodiversité avoisinante, les riverains avoisinants. Ce sont des ondes qui se propagent du nucléaire dans l'air et dans l'environnement. Et qui polluent. Exactement. Qui polluent. Voilà. Exactement. En plus, si une étincelle ou plusieurs étincelles en même temps a un contact avec ces rayons, tout simplement ça propulse une explosion. D'accord. Un exemple très concret, Tchernobyl ou encore Fukushima. Donc ça c'est un point négatif très très important, car en effet ça influe sur la vie et le mode de vie de l'humain qui habite juste à côté, de sa santé, et aussi la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment il nous a donné un point positif. Il m'a pas répondu en vérité. Ouais, c'est vrai, j'ai dit les points positifs, j'ai dit les points négatifs. Pour répondre très concrètement et très honnêtement, c'est que moi je serais complètement favorable pour l'utilisation des panneaux photovoltaïques à l'encontre du nucléaire. En Inde, en 2014, il y a eu des élections et le Premier ministre à l'époque, qui était Modi, il y a installé plus de 420 000 panneaux solaires, ne serait-ce que en 4 ans. Rien qu'une centrale parmi toutes de l'Inde produise plus de 50 mégawatts d'électricité. Et cela se propage pour alimenter en électricité plus de 2500 familles. Non, c'est bien. 2500 familles. Modi a fait un objectif pour 2022, c'est d'atteindre les 60 gigawatts. Là, on a 10 puissance 3 au-dessus. Le solaire, ça pourra devenir, d'ici 2050, selon l'Agence internationale de l'environnement, l'AIE, le solaire pourra recouvrir le tiers de notre énergie et de notre électricité en 2050. Bon, on va un peu clôturer sur les panneaux photovoltaïques. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il a pointé une chose importante, c'est que
le nucléaire, de nos jours, ça suscite beaucoup d'emplois. Bon, la question qu'on s'est posée, notamment beaucoup de dirigeants politiques durant la dernière élection présidentielle, c'était comment on va réussir à tous ces emplois dans le nucléaire à se reconvertir dans le panneau photovoltaïque. La question est là. C'est-à-dire, les gens qui sont qualifiés pour le nucléaire ne vont peut-être pas être qualifiés pour travailler dans les panneaux photovoltaïques. Ça crée un débat, on va pas y revenir. Une autre question importante de nos jours, c'est les réfugiés climatiques. Ouais. Alors, il y a un lien avec la transition écologique parce que les réfugiés climatiques, ils sont réfugiés, ils sont migrants, on peut appeler ça même des migrants climatiques. C'est une question qui se pose parce que on prévoit quand même 280 millions de réfugiés climatiques dans les années qui vont venir. Alors, on voit déjà en France que certains partis politiques, sans les citer, ils ont peur que plein de gens arrivent, des gens de sais pas d'où, des réfugiés politiques par rapport aux guerres. Mais bizarrement, les réfugiés climatiques, on n'en parle pas. Alors c'est une réalité. On sait qu'il y a énormément de gens qui vont affluer vers l'Europe notamment. Ils vont pas affluer vers l'Afrique, qui sont des pays qui économiquement sont pas au top. Donc ils vont aller vers l'Europe. Quand on sait qu'il y a 280 millions de personnes qui vont arriver, à cause donc de l'augmentation du niveau de la mer, de la dilatation. Voilà, exactement. Il faut se poser une question, c'est est-ce que tout à l'heure on parlait d'urgence écologique. Comment on va accueillir ces gens-là? Première question, il faut des moyens matériels, des moyens financiers. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en fait l'urgence écologique, dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas en fait réelle? Tu disais, une urgence, ça va faire dans la semaine à venir, le mois à venir. Mais ces gens-là, ils vont pas venir ici dans 100 ans. Ouais. C'est dans les années à venir. Ouais. Donc en fait, en vérité, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une urgence écologique? Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces gens-là? Est-ce qu'il y a même des solutions en vérité qu'on peut leur proposer? Parce qu'on dit qu'ils vont venir, mais est-ce qu'on peut empêcher ce flux migratoire de venir? Oui. Comme dans tout, il faut prendre les devants. Quand on sait que la conséquence peut être grosse et voilà, grande, c'est ça. Et impactante sur l'économie, parce que accueillir bien sûr, ça va demander une réelle. Donc concrètement, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Bah, concrètement, c'est prendre les devants. C'est prendre les devants, c'est éviter les conséquences en prenant les devants, en allant en amont. Donc c'est tout simplement en suivant les conseils qu'on va donner tout à l'heure pour justement favoriser cette transition énergétique. Donc je pense que faut prendre les devants, faut tout simplement prendre les devants, agir actuellement. Ça va être vraiment les 10 prochaines années, elles vont être vraiment prédominantes, très importantes, et il va falloir vraiment prendre une dimension psychologique pour que toutes les personnes sortent un peu de leur zone de confort, dialoguent avec leurs enfants et adopter les bons gestes, on va y revenir. Justement, on va y revenir maintenant. Ouais. Donc justement, concrètement, pour finir un peu là le débat, on a parlé de différentes choses. Concrètement, moi j'ai pas de conseils à vous donner parce que je m'y connais pas assez, à part des choses basiques de la vie de tous les jours. Ne jetez pas vos déchets par terre, faites attention à vos déplacements, privilégiez notamment par exemple à vous déplacer à pied quand vous pouvez y aller à pied, prenez pas le bus ou le tram, en vélo quand vous pouvez y aller, etc. Les véhicules électriques, il y reviendra après. Pour conclure, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils, brièvement, pas en donneur de leçons, mais quelques conseils bénéfiques pour les gens, en toute honnêteté, voilà, pour justement être des citoyens responsables qui agissent pour l'environnement. Dès que je rate le bus, je prends mon vélo pour aller à l'école. Ça peut être un premier conseil. Puis je prends mon vélo, il n'y a pas de moteur, il n'y a aucune émission. Deuxième conseil, et un conseil beaucoup plus important, sur la consommation énergétique liée à l'habitat, à l'immobilier. C'est vraiment les parents qui doivent instruire leurs enfants et en parler comme ça à 7-8 ans. Quand les enfants commenceront à adapter et à comprendre certaines choses de la vie, pourront eux aussi adapter les conseils que donnent leurs parents. Et en dernier lieu, et donc il consiste tout simplement à la réduction de notre consommation en eau. Souvent les personnes qui se douchent à peu près entre 2 et 5 fois par semaine. Moi, j'ai un conseil à te donner et à vous donner pour tous ceux qui nous regardent, c'est à réduire notre consommation d'eau. Dans la douche. Je vous dis de garder l'eau que vous n'utilisez pas. Donc moi, quand je réalise ça sur une semaine, je réalise ce conseil, ça fait une économie hebdomadaire de 18 litres. Et on peut faire un petit parallèle, je pense que tu connais la COP21. Ouais. La COP21, c'est, en gros, pour faire simple, des dirigeants de tous les pays qui se rejoignent chaque année dans une ville pour se donner des conseils et réussir en fait à faire un projet commun pour l'année 2020, l'année 2021. Maintenant que les différents conseils ont été donnés, pour conclure, je vais te laisser faire ton sujet libre. Pour faire court, chaque invité qui sera invité sur cette chaîne pour débattre d'un sujet, à la fin, il y aura un sujet libre. C'est-à-dire un sujet qui l'intéresse sur le thème du débat de la vidéo entre 2 et 3 minutes. Tu peux un peu nous dire de quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler des véhicules électriques. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement en France,
plus de 82% des ménages possèdent un véhicule. Et donc pour favoriser cette transition écologique, on passerait donc actuellement des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Donc quand on voit des véhicules électriques, on pense tout de suite qu'ils sont 100% verts, 100% écologiques et qui ne mettent aucun gaz à effet de serre. En réalité, c'est totalement faux. Je m'explique. Dans le véhicule thermique, on a le moteur et dans le véhicule électrique, on a le moteur accouplé à une batterie. Et donc pour fabriquer cette batterie, c'est ça qui rend la chose très polluante. Pour fabriquer la batterie, il faut extraire dans les régions arides comme en Afrique et en Argentine et plus précisément en République démocratique du Congo, il faut extraire des métaux rares comme vous voyez ici le cobalt et comme vous voyez ici le lithium. Ces métaux rares en effet sont très profonds et donc demandent beaucoup d'énergie pour pouvoir les extraire. Pour pouvoir les extraire, donc il faut énormément d'eau et énormément de moyens, donc de personnes et aussi de nombreuses machines pour pouvoir les déterrer. Et donc c'est cette production de la batterie et du véhicule électrique qui rend le véhicule électrique à sa production, à son début, polluant. Maintenant, en deuxième lieu, je vais parler de son utilisation. Lorsque l'on conduit un véhicule thermique avec un véhicule électrique dans le même contexte, on remarque que le véhicule électrique consomme 80% de moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Et donc, si on veut être un bon rouleur et qu'on va acheter une voiture électrique pour rouler sur le long terme et sur les longues distances, il faudrait acheter ces véhicules électriques, c'est un bon point. Cette conversion au véhicule électrique sera prolifique, sera bonne pour le climat si l'on est un bon conducteur, si l'on veut conduire sur le long terme, sur des longues distances. Tandis que si l'on veut acheter un véhicule électrique et que l'on roule assez peu souvent, eh bien la batterie ne va très peu fonctionner et donc va perdre de sa puissance. Et donc je voulais terminer par vous donner quelques chiffres à propos des véhicules électriques. Cette année, en 2019, on dénombre 1,5 million de véhicules électriques sur le territoire français. Et dans le monde, comme je l'ai noté sur ma fiche 2025, on a comme projet mondial d'atteindre les 70 millions de véhicules électriques. Merci beaucoup Pierre pour ta participation et ton intervention, c'était vraiment un plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour enfin la première revue de la semaine sur la chaîne YouTube Le Sofa Débat. Également merci beaucoup à tous les gens qui auront commenté cette vidéo pour participer au débat. J'espère que ce débat vous aura plu, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur ce genre de débat. Et nous on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas aussi également le petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à partager. À très bientôt sur la chaîne YouTube Le Sofa Débat.